Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr im Namen des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität, Sie heute begrüßen zu dürfen zu unserer kleinen Konferenz über die Sorgfaltspflichten der Notare im Zeichen und im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung. Besonders freut es mich, dass ich Herrn Erlangen begrüßen darf, aus Rennes zu uns gekommen, meinen Kollegen Professor Philippe Pierre und Herrn Notar Maître Rocher aus Vannes, die uns beide, insbesondere aus der französischen Sicht, jetzt ein wenig in französischer Sprache auch unterrichten wollen, eben gerade in Bezug auf die Besonderheiten, die die Digitalisierung für das Berufsrecht, das Berufsfeld der Notarinnen und Notare darstellt. Danke sehr für die Organisation. Ich freue mich wieder in Erlangen zu sein, seit so langer Zeit. Mais malheureusement, mes mots d'allemand sont un peu loin et je vais devoir continuer donc en français pour vous remercier donc de nouveau de votre accueil, de l'organisation de la convention avec l'INFM, de cette signature. Monsieur le doyen, chers collègues, chers vous tous, et nous espérons donc vraiment que cette coopération sera fructueuse et que la chaire internationale de droit notarial que je représente ici permettra aussi de monter des manifestations telles que celle d'aujourd'hui, qui va être donc enregistrée et mise à disposition des étudiants. Alors, le programme de cette manifestation se fait en trois parties, en quelque sorte. D'abord, donc, une présentation par moi-même des enjeux en termes de responsabilité, de diligence du notaire à propos du numérique. Ensuite, je laisserai Maître Rocher nous parler des enjeux liés aux actifs numériques. Ensuite, le professeur donc Martin Zwickel sera donc en charge de présenter l'aspect allemand des choses. Et nous raisonnerons également, c'est un peu la philosophie de la chaire depuis l'université d'été de l'année dernière, nous raisonnerons également en cas pratique, en droit comparé, pour voir ce qu'on peut apporter en termes de réflexion croisée sur ces sujets de pratique notariale et de numérique, qui évidemment sont des enjeux universelle, c'est-à-dire que le numérique bouleverse les pratiques notariales et des autres professionnels du droit ou ailleurs, quelles que soient les frontières. Il n'y a pas ici, évidemment, de notion de pays qui tiennent. Alors, je vais donc commencer, c'est le tropisme français qui est le mien, par présenter la question donc du numérique sous l'angle de la responsabilité des notaires français avant ces incursions comparatives. Et durant ces quelques minutes, très rapidement, je vais vous parler donc des outils numériques qui sont à la disposition des notaires et je développerai un peu plus, puisque c'est le sujet, les responsabilités qui sont susceptibles d'être encourues du fait de ces outils numériques. Alors, ces outils numériques, eh bien, ils sont extrêmement variés, ils n'ont cessé de se diversifier, ils ont été amplifiés évidemment par les sauts technologiques, par les progrès technologiques, mais aussi par des crises sanitaires telles que celles que nous avons tous connues, celle du Covid. Il en résulte donc beaucoup de choses, d'outils à la disposition des notaires. Très rapidement, pour les balayer, eh bien, d'abord, il faut souligner que les procédés d'établissement des actes authentiques, des actes notariés, eh bien, sont, alors depuis très longtemps, numérisés, puisque une loi du 13 mars 2000 a rendu donc possible la signature des actes authentiques par voie électronique et consacré leur équivalence probatoire par rapport à des écrits établis sur support papier. C'est ce que prévoit notre Code civil dans l'article 1366. Les actes à distance, ces actes donc qui supposent quand même une comparution des clients de chaque côté de la chaîne, si on peut dire, de signature de l'acte, accompagnés d'un notaire, eh bien, ces actes se sont très largement développés et maintenant c'est la pratique courante du notariat français que d'utiliser donc ces actes électroniques. Cela étant, eh bien, pendant la crise du Covid, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, provisoirement, un décret le 3 avril 2020, autorisé une étape supplémentaire, c'est-à-dire la comparution à distance des clients sans que ceux-ci soient accompagnés d'un notaire à côté d'eux, ce qui était donc une dématérialisation au bout en fait de ces possibilités, puisque seul le notaire instrumentaire en fait recevait l'acte sans que chaque client soit accompagné donc physiquement d'un notaire à ses côtés.
Et cette comparution à distance, alors a été expérimentée, mais cela s'est arrêté avec la fin de la crise sanitaire. Il en est resté quand même quelque chose, puisque eh bien, un décret du 20 novembre 2020 a entériné cette comparution à distance, cette possibilité donc de comparution à distance pour les procurations authentiques. Donc, on a quand même ici une vraie problématique d'établissement, au moins des procurations, peut-être un jour de tous les actes authentiques à distance, mais au sens de comparution à distance et pas simplement signature à distance avec de chaque côté un notaire qui accompagne le client. Et puis, on pourrait également rappeler que après la réception de l'acte, il faut aussi le conserver et qu'il existe donc en France un minutier, ce qu'on appelle un minutier central des actes électroniques des notaires de France, le MICEN, qui est placé donc sous l'égide et le contrôle du Conseil supérieur de notariat, du notariat, qui d'ailleurs a souscrit une assurance de responsabilité spécifique en cas de problème avec ce MICEN. Et ici, eh bien, on est donc sur une conservation centralisée et un accès sécurisé donc aux actes électroniques grâce à ce MICEN qui permet donc toutes ces procédures dématérialisées. On pourrait rajouter qu'il existe aussi des fichiers dématérialisés tels que les fichiers centraux, le fichier central des dispositions de dernière volonté, qui donc est accessible à tous les notaires. Et là encore, eh bien, on a une procédure donc très spécifique qui garantit en réalité cet accès au décès de tel ou tel client du notaire. Alors, il faut mentionner également que les notaires disposent, outre ces outils de signature, de conservation des actes, eh bien, d'outils à leur disposition en termes de ressources en ligne qui sont très importantes, qui sont très développées, avec des organismes dédiés tels que les centres régionaux d'information et de documentation notariale, les CRIDON, qui interviennent bien souvent donc en ligne par des portails. Et il y a de multiples sites qui sont accessibles, bien évidemment, aux notaires. Et ceux-ci peuvent disposer également de logiciels d'aide à la régulation d'actes qui sont donc très importants en pratique. Je ne les citerai pas parce qu'on pourrait me dire que je fais de la publicité détournée, mais ces logiciels donc sont extrêmement importants. La vraie problématique à l'heure actuelle, c'est le développement de ces fameuses blockchains qui donc peuvent concerner le notariat, tout comme elles concernent toutes les professions et même le grand public. Vous savez comme moi qu'il y a différents types de blockchains, ce qu'on appelle également en français, en bon français, les chaînes de blocs numériques. Ce sont donc tantôt les chaînes strictement privées, tantôt les chaînes dites de consortium entre organisations à l'échelle un peu plus institutionnelle, et enfin les chaînes publiques qui sont donc ouvertes donc à tout intéressé. C'est là où, par exemple, s'est développé, mais ça n'est pas notarial, cette fameuse crypto-monnaie que constitue le Bitcoin. On peut se poser la question donc de l'utilisation des blockchains par les notaires parce que l'intérêt de ces registres, qui sont des registres distribués, décentralisés, cryptés, fonctionnant à partir de nœuds sans organe de contrôle, eh bien, les vertus donc de ces blockchains, qui sont donc une sécurisation technique quand même très très importante, une décentralisation, une possibilité de copier en fait le registre à l'infini, tout ça se rapproche finalement de l'intervention sécurisante du notaire, de sa faculté de copie, de délivrance de minutes, etc. Et donc, on peut se demander si un jour ou l'autre, les blockchains n'ont pas de consortium qui sont donc à la disposition des instances ou les blockchains privées, mais les blockchains publiques ne seraient pas une façon de concurrencer ou pas l'acte authentique à terme. Et d'ailleurs, on y reviendra, certains pays y réfléchissent ou mettent ça déjà en œuvre. Et puis au soutien de tous ces outils numériques, tels que ceux que je viens de développer, vous avez également une apparition de LegalTex en France qui donc sont là pour bien proposer des processus automatisés, des smart contracts par exemple. Pourquoi ne pas envisager donc d'automatiser les processus de décision de tel ou tel contrat simple? Et il y a une véritable effervescence de ces legal tech en matière numérique et dans l'environnement numérique du notariat. Donc voilà la face, on va dire, positive des choses, c'est-à-dire que le métier évolue, les outils se simplifient, il y a des vertus très très importantes et certains pays d'ailleurs ont franchi le pas. Par exemple, vous avez la Colombie dans laquelle les actes à distance et la comparution à distance est maintenant systématisée et va très très loin, y compris donc l'identification du client pour toute sa vie à l'aide d'un profil rétinien, etc. Bref,
On est allé très très loin dans ces pays. D'autres sont un peu plus réticents, voire reculent. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en toute hypothèse, eh bien, il ne faut pas nier tout l'intérêt de ces outils pour accompagner le notaire, pour développer sa rapidité de réaction, pour faire face à des crises, parce qu'après tout, il n'est pas exclu non plus que des crises sanitaires réapparaissent, et de manière plus large, eh bien, pour diversifier donc l'offre proposée aux clients. Ça, c'est la face, donc, je vous le disais, lumineuse de la question, mais il y a aussi la face obscure. Derrière tout ça, eh bien, la question qui se pose, ce sont les responsabilités. Ça, c'est l'objet principal de mon intervention, les responsabilités, donc, qui sont possiblement, potentiellement associées à ces outils numériques, à ces interventions, donc, technologiques, avec une réalité augmentée. Le notaire augmenté, c'est une réalité de nos jours. Est-ce que donc il n'y a pas une contrepartie en termes de responsabilité? Alors là, je distinguerai en réalité eh bien les responsabilités liées aux actes à distance et les responsabilités liées à l'utilisation d'outils numériques. S'agissant des actes à distance, il faut rappeler que la responsabilité du notaire, et spécialement pour devoir de conseil, est une responsabilité absolue, c'est-à-dire qu'elle est de la même intensité, de la même force, quelle que soit la situation du notaire par rapport à son client. Que le notaire soit face à un client professionnel ou un profane, mais également que le notaire soit face à un client de proximité ou plus ou moins éloigné, etc. L'intensité de son obligation est absolue et ne varie pas de façon contingente et la faute du notaire s'apprécie de manière abstraite à cet égard. Euh, Par exemple, à l'heure actuelle, eh bien, la signature des parties sur les tablettes dans les actes numérisés, ne serait-ce, même si ça se produit bien évidemment donc à distance de celui qui reçoit l'acte, eh bien, ça ne modifie en aucune façon la possibilité, l'obligation faite à chaque professionnel de vérifier l'identité, l'expression du consentement des signataires et tout cela de manière homogène, quelles que soient donc les circonstances physiques ou éloignées de l'acte. Alors, on s'est posé la question d'une évolution éventuelle de cette responsabilité lorsque est paru ce fameux décret donc, du 3 avril 2020 sur la comparution à distance, et lorsque perdure, puisque c'est le cas, cette comparution à distance s'agissant des procurations authentiques, puisque vous le savez, c'est possible, je vous l'ai dit, depuis le décret du 20 novembre 2020. Alors ici, on est sur une vraie distanciation. Imaginons donc que ce qui a été suspendu après le Covid perdure, et c'est pas une hypothèse totalement d'école, loi s'en faut. Eh bien, on est sur un changement de paradigme, un changement de logique, puisque, eh bien, d'abord, l'identification des parties est déléguée à une instance de certification externe, et plus encore, eh bien, le recueil du consentement et la signature qu'il exprime, eh bien, repose sur une attestation qui est transmise au notaire par le même tiers certificateur, avant donc que l'officier public ne signe à son tour numériquement l'acte tel que c'est possible depuis la loi du 13 mars 2000 dont j'ai déjà parlé. Comment envisager donc non seulement ce processus de signature, mais également ce processus de comparution à distance en termes de responsabilité professionnelle? Car en réalité, ça n'est que si la responsabilité n'est pas aggravée, si elle n'est pas ingérable, que ces procédés vont se développer. La responsabilité est en quelque sorte un marqueur de viabilité de nouveaux processus ou procédures technologiques. Et là, eh bien, on peut se demander effectivement si cette logique de distanciation, avec la comparution à distance, ne poserait pas de problème en termes de sécurité juridique. Or, la sécurité juridique, au cœur de la mission du notaire, de cette mission de quasi-service public qui est la sienne. Et en l'occurrence, eh bien, on sait qu'à l'heure actuelle, par exemple, la Cour de cassation est très stricte sur la notion de vérification de signature. Face à des faux ordres de virement avec des fausses signatures, eh bien, la Cour de cassation a jugé qu'il appartenait au notaire de s'assurer de la réalité de ces signatures et de sa véracité, de leur véracité, dès lors qu'il avait donc déjà reçu ce type de signature à l'occasion d'autres actes. Donc on peut se demander si ici, eh bien, il n'y a pas une compromission du fait de cette distanciation accrue de ces possibilités de contrôle. Et surtout, eh bien, le notaire à distance, face à un client donc non accompagné de son notaire, puisque c'est l'hypothèse dont je parle ici de comparution à distance, eh bien, le notaire n'a pas la possibilité de vérifier physiquement quel est l'état de santé du client, quel est l'état de ses facultés mentales,
quelle est la réalité, quelle est la persistance de son consentement. Donc, il faut ici procéder à une interrogation à distance. Et on peut se demander donc si eh bien, cette distanciation de l'acte n'est pas une remise en cause malgré tout de l'importance du contact, de la présence physique des parties, parce qu'un notaire de proximité ou face à son client qu'il connaît a quand même plus d'aptitude à reconnaître donc si celui-ci est en mesure ou pas de consentir à l'acte. La Cour de cassation exige ici une compétence qui est en réalité celle non pas d'un médecin, mais d'une personne normalement attentive et diligente. Et on peut se demander donc si cette distanciation ne va pas compromettre cette faculté de vérification et donc la sécurisation de l'acte. Alors sans verser évidemment dans ces hypothèses un peu folkloriques qui consisteraient à dire que le client donc est visible devant l'écran librement, mais qu'en réalité quelqu'un est derrière avec un fusil pour le contraindre à signer l'acte. Là, c'est pas de ça dont on parle. En réalité, on parle de l'appréciation, de la qualité du consentement, et rien ne vaut, et heureusement, dire qu'en un sens, ici, un contact physique entre le notaire et ses clients. Donc, c'est un des défis que pourrait soulever cette généralisation des comparutions à distance si jamais donc le décret jusqu'à présent suspendu devait renaître de ses cendres. La responsabilité et les actes à distance, la responsabilité et les outils numériques. Est-ce que ces outils numériques, qui sont un auxiliaire précieux pour le notaire, sont ou pas en mesure de faire évoluer sa responsabilité sur le fond et d'aggraver, le cas échéant, cette responsabilité, étant précisé quand même qu'une assistance numérique, que des banques de données parfaitement ordonnées, etc., c'est déjà en soi un gage d'allègement de la responsabilité. Alors ici, il y a un principe d'abord qui est important en jurisprudence à l'heure actuelle, c'est le point de savoir si, oui ou non, un notaire est obligé de consulter des données disponibles en ligne. Est-ce qu'un notaire doit aller, par exemple, rechercher des sites sur Google permettant donc de contrôler l'activité d'un client, mais des sites grand public? Est-ce que le notaire donc est obligé, au titre de son devoir d'investigation, de consulter un moteur en ligne? Est-ce qu'il sera responsable pour ne pas l'avoir fait? Eh bien, la Cour de cassation, à deux reprises, contrairement par exemple au Québec, a dispensé le notaire de cette obligation de recherche, de consultation d'un moteur de recherche en ligne. Dans un arrêt du 28 novembre 2018, alors je donne la référence pour les étudiants si jamais ils veulent aller sur le site Légifrance, qui est le site des arrêts de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, donc au numéro 17 31 144, eh bien, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel qui avait considéré qu'une simple recherche sur Internet via le moteur de recherche Google aurait permis au notaire de faire le lien entre Monsieur Z et la société P et partant de s'interroger sur la réelle situation du vendeur en consultant notamment le cabis de cette société qui lui aurait révélé l'existence d'une procédure collective, donc d'une procédure de liquidation judiciaire. La Cour de cassation a considéré ici que ça n'était pas une obligation et donc une source de responsabilité du notaire d'aller faire des recherches sur les moteurs de recherche disponibles. De même, eh bien, en sens inverse, un notaire ne saurait pas s'abriter derrière le défaut d'actualisation d'un site Internet, par exemple en matière d'état des risques de pollution. Il y a des sites qui sont accessibles en ligne, mais qui ne sont pas forcément systématiquement donc actualisés par les mairies ou par les départements. Et le notaire ne saurait donc se prévaloir de ce défaut d'actualisation, en ayant fait la recherche sur ce site, alors qu'à côté, eh bien, il y avait un site papier, enfin des documents papier qui étaient disponibles, en l'occurrence le recueil des actes administratifs qui lui était actualisé. Donc ça n'est pas une source de responsabilité, mais ça n'est pas non plus une cause d'exonération de responsabilité que d'aller chercher des informations en ligne. En réalité, eh bien, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est qu'il faut se référer aux publicités accessibles, aux publicités légales accessibles ou aisément accessibles. Et à partir de là, eh bien, la responsabilité du notaire ne sera pas engagée. Alors, quand vous avez un site en ligne qui n'est pas un moteur de recherche, mais un site officiel avec le tampon donc, de la République française, notamment en matière de banque de pollution, on peut se demander quel est le statut de ce site. Est-ce que c'est un site officiel? Est-ce qu'il doit être consulté ou pas? On n'a pas la réponse, mais en tout cas, à l'heure actuelle, les sites grand public n'ont pas à être consultés systématiquement, contrairement, je répète, à nos cousins, les Français québécois. Alors, s'agissant également d'autres outils, je reviendrai très rapidement sur la question des blockchains. Des blockchains dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la finalité, finalement, c'est, si je reprends un auteur qui est Madame Rossignol,
de stocker, de sécuriser les données, d'authentifier les échanges, de garantir leur infalsiabilité, voire leur indestructibilité. Eh bien ça, c'est la définition du rôle du notaire. Donc on peut se demander si une blockchain publique n'est pas en réalité le concurrent du notaire. C'est une vraie question. C'est une vraie question, d'autant plus que, eh bien, dans certains pays, notamment africains, qui n'ont pas le registre foncier dont on dispose en Europe notamment, eh bien, la technologie donc des blockchains a été en fait directement implémentée pour avoir un équivalent à ce registre foncier. Et beaucoup plus près de chez nous, eh bien, l'État suédois se préoccupe effectivement de l'utilisation ou pas des blockchains en matière immobilière. Alors, euh, on ne saurait évidemment ignorer cette problématique des blockchains parce que c'est effectivement un élément à terme de réflexion. Les empreintes numériques qui sont en fait la déclinaison de la précédente sont en principe infalsifiables. La conservation est en principe parfaitement assurée. La sécurisation donc existe de manière là aussi absolue. Et on pourrait effectivement envisager qu'à partir de blockchain, eh bien, on puisse arriver à une procédure entièrement transférée donc du notaire sur celle-ci dans un monde qui serait quand même très différent de celui actuellement. Cela étant, on n'en est pas là pour différentes raisons et surtout parce que, eh bien, c'est d'abord au notaire, quoi qu'il en soit, d'alimenter et de contrôler les blockchains par les données qu'il y introduirait et qui sont sous son contrôle, sous sa responsabilité. Et on peut se demander à ce stade, finalement, s'il y a une réelle plus-value des blockchains par rapport au travail du notaire qui, quel que soit le destinataire de ces informations, quel que soit le mode de stockage de ces informations, eh bien, est garant dès le départ de leur qualité. La blockchain ne peut pas s'auto-alimenter. Il faut toujours ces tiers de confiance, ces mineurs, etc., pour lesquels eh bien, on a besoin de l'intervention d'un professionnel tel que le notaire. Donc, même si on est sur des perspectives qui existent, il ne faut pas les nier, donc je le disais, dans d'autres pays, il faut également signaler que dans ces pays, il n'y a pas en réalité la concurrence des officiers publics, des notaires tels qu'ils existent en France ou en Europe, et on part en fait du néant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion finalement d'alternative telle qu'on peut la trouver en France, et il est quand même peu probable que on arrive à une désincarnation complète, une désintermédiation complète des processus, par exemple immobiliers, parce que, eh bien, derrière tout cela, il y a non seulement la technologie de la blockchain, mais il y a aussi les garanties de sécurité et surtout de solvabilité qu'offrent les notaires à travers leur assurance et leur caisse de garantie. Une blockchain n'est pas assurée en tant que telle, ne pose évidemment pas du tout ce type de problématique. Et j'en terminerai en vous disant que, eh bien, face à tout cela, c'est le troisième point, mais en 2 minutes de cette brève intervention, eh bien, se posent aussi les questions d'assurance, en fait, du risque technologique, du risque numérique, à travers donc ces évolutions, et on a vu qu'elles sont extrêmement nombreuses. Alors, il faut rappeler d'abord que les notaires français ont une assurance qui est extrêmement robuste, c'est-à-dire qu'elle se fait à 2 niveaux. Vous avez le niveau de l'assurance de responsabilité collective, qui est donc souscrite par tous les notaires sous l'égide du CSN et leur offre une garantie extrêmement importante en termes de plafond, même s'il y a une franchise qui peut leur être imputée. Et ça, c'est une forme de régulation de leur comportement. Et si jamais l'assurance n'est pas en mesure d'indemniser parce que la faute n'est pas assurable, parce que le plafond de garantie est atteint, vous avez cette fameuse caisse de garantie qui va permettre aux clients d'être indemnisés en toute hypothèse. À l'heure actuelle, il y a des réflexions chez les assureurs. Il y a notamment un livre blanc numérique qui a été produit par le groupe LSN, auquel d'ailleurs la chaire a participé. Il y a des réflexions, bien sûr, sur l'assurabilité de ces nouveaux risques, parce que, eh bien, on est face à de nouveaux défis. Il faut pouvoir tarifer, le cas échéant, ces risques, mais chez les notaires comme chez tous les professionnels. Mais on peut considérer qu'en l'état, eh bien, l'assurance et la caisse de garantie ont une souplesse, une plasticité suffisante pour pouvoir prendre en charge le risque lié à tous ces outils numériques que j'ai évoqués, aux actes à distance, car en l'été, eh bien, il suffit, dans la clause du contrat à l'heure actuelle, que on soit face à des conséquences pécuniaires d'une responsabilité civile engagée et encourue par le notaire dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors que les activités numériques correspondent aux fonctions, la caisse de garantie et en premier rang l'assurance vont intervenir.
il faudrait imaginer des hypothèses dans lesquelles un notaire, par exemple, spéculerait sur des actifs numériques, ferait des opérations de banque, monsieur le doyen, donc alors que ce n'est pas autorisé pour lui, pour sortir effectivement de la couverture du risque notarial du fait du numérique et se retrouver dans une nouvelle problématique. Mais en l'état, eh bien, ce n'est pas le cas, ce qui n'empêche pas qu'il y a énormément de défis en termes de responsabilité. Lorsque le notaire gère des actifs numériques, des NFT, etc., comment les valoriser, quelle fiscalité appliquer, comment gérer des transmissions à titre gratuit d'actifs dont volatilité pardon, est extrêmement importante. Tout cela, eh bien, ce sont des défis, mais dont Maître Rocher va maintenant nous parler, puisque c'est à lui de nous parler des actifs numériques et du notariat dans la suite de cette intervention. Merci de votre attention, même virtuelle. Avant toute chose, je vais quand même remercier Monsieur le professeur Zwickel et Monsieur le professeur Pierre, mais aussi la chaire internationale de droit notarial et l'université d'Erlangen-Nuremberg. Bon, mon intervention a pour objet de vous présenter les nouvelles missions, les nouvelles responsabilités des notaires découlant d'un nouveau bien. Ce bien n'a pas d'existence matérielle, il n'existe que par des lignes de code, quelque part dans des ordinateurs, on dit des serveurs, ou dans le cloud. Ce bien est désigné sous l'expression d'actifs numériques. Il existe plusieurs types d'actifs numériques, mais le plus courant et le plus connu est le cryptoactif. On parle aussi de crypto-monnaie. J'essaie de ne pas utiliser cette expression de crypto-monnaie tout simplement parce que, au moins en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Allemagne, mais au moins en France, ça n'est pas une monnaie. Donc l'expression crypto-monnaie est perturbante. Ces crypto-actifs se retrouvent de plus en plus souvent dans le patrimoine des clients des notaires, et donc et notamment le fameux Bitcoin, puisque 8 à 11% des Français ont investi dans un crypto-actif, soit davantage que dans les actions. Le notaire, qu'il soit allemand ou français, va donc devoir s'y habituer. Il faut bien reconnaître que la tâche n'est pas très facile pour les notaires. Les actifs numériques sont des biens immatériels qui peuvent paraître un peu mystérieux et dont la valeur est très fluctuante puisqu'elle peut être marginale ou très importante. Le cours du Bitcoin, par exemple, depuis sa création, a varié de 50 euros à près de 60 000 euros. Et actuellement, d'ailleurs, il n'est pas loin des 60 000 euros. Malgré cela, les notaires devront apprendre à intégrer les actifs numériques dans leurs actes afin de les transférer à titre gratuit ou à titre onéreux, car qu'ils soient français ou allemands, les notaires sont soumis à une obligation d'instrumenter. Ils ne peuvent donc pas refuser de recevoir une donation, de régler un divorce, de régler une succession, de faire un partage entre des héritiers, parce que le patrimoine concerné comprend, par exemple, des bitcoins. Les notaires, français ou allemands, ne peuvent pas, comme au Québec, refuser de recevoir un acte sous prétexte qu'il ne domine pas les actifs numériques. Petite parenthèse, je me suis permis de faire quelques comparaisons avec le Québec, d'abord parce que c'est quelque chose qu'on a étudié, et je le fais aussi dans le cadre de la chaire internationale de droit notarial, qui, et qui me permet donc de comparer différents pays. Donc, au Québec, un notaire, quand il a un client qui lui dit tiens, je veux donner à mes enfants des bitcoins, le notaire, s'il n'y connaît rien, il peut dire non, allez voir le notaire en face. Moi, je ne sais pas faire. Mais en France ou en Allemagne, il va falloir le faire. Il va donc falloir se préoccuper des actifs numériques et je le verrai au niveau notarial sur trois éléments. D'abord, nous allons voir que le notaire va d'abord devoir se préoccuper de l'établissement d'un bilan patrimonial comprenant notamment les actifs numériques. C'est ce qu'on va voir dans un premier point. Dans un deuxième point, nous allons voir des exemples, quelques éléments simplement, bien sûr, de la rédaction d'actes opérant la transmission des actifs numériques. Il y a quelques petites choses à dire. Et enfin, nous allons, dans un dernier point, faire un petit cas pratique par l'utilisation de crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Donc, on y va. Premier point, c'est le rôle du notaire dans l'établissement d'un bilan patrimonial comprenant notamment des actifs numériques.
Il est tout d'abord rappelé qu'en matière d'actifs numériques, leur détention, pour être efficace, nécessite deux choses. Elle nécessite d'abord une clé publique, qui est, pourrait-on dire, le lieu où se trouve le coffre-fort virtuel où il y a ces actifs numériques. Mais il faut également détenir une clé privée, constituée d'une suite de chiffres et de lettres qui permet d'ouvrir ce coffre-fort. Et si la clé privée est perdue, les actifs numériques sont également irrémédiablement perdus. Cette question de clé numérique peut donc porter sur des sommes potentiellement très importantes. Et un exemple, en 2019, 76 000 clients canadiens ont perdu au total 169 000 millions de dollars à la suite de la faillite de la société Quadrija et du décès de son dirigeant sans qu'il ait communiqué les codes d'accès à sa crypto-monnaie ou à son crypto-actif. Du point de vue du notaire français et de ses devoirs professionnels, cette histoire de perte de la clé privée pourrait être très sensible en matière de succession, car l'administration fiscale pourrait demander, pour calculer l'impôt sur les successions, d'inclure les actifs numériques dans l'actif taxable, sans se préoccuper de savoir si les héritiers peuvent effectivement les récupérer. L'héritier subirait donc une double peine. À la perte des actifs numériques s'ajouterait l'obligation de payer un impôt sur leur valeur qui est donc perdu. On voit donc que l'établissement d'un bilan patrimonial fait du vivant de son détenteur peut prendre une importance particulière dès lors qu'il détient des actifs numériques. L'établissement d'un tel bilan nécessite de répondre à deux questions. D'abord, il faut savoir si le client a des actifs numériques, et si la réponse est affirmative, il faut déterminer comment on peut récupérer les clés et mots de passe qui permettront d'assurer le pouvoir de fait sur ces actifs. Alors, quelle est la situation en France pour les notaires français? Je la résume tout de suite. Elle est floue, mais en pleine ébullition. Il semblerait que le Conseil supérieur du notariat français n'ait pas pris position quant à un bilan patrimonial contenant des actifs numériques, ni non plus sur le recueil des clés et mots de passe permettant de les récupérer. La Chambre des notaires de Paris proposerait un service en la matière, mais cela reste nébuleux. L'heure est donc pour l'instant aux initiatives privées qui proposent de conserver de manière sécurisée le bilan patrimonial de leurs clients. Mais ces solutions semblent floues, mouvantes et incertaines. En faisant quelques recherches, on s'aperçoit, par exemple, qu'une start-up a été créée très récemment, la société Adacoff, qui propose des services de conservation de données. On s'aperçoit aussi qu'une autre société plus ancienne vient de mettre la clé sous la porte. D'autres notaires font ressurgir des limbes le testament mystique. Alors, je ne sais pas s'il existe en droit allemand, mais ce testament mystique, en France, c'est un testament qui est remis à un notaire sous pli cacheté, ce qui assure donc une certaine discrétion quant à son contenu, et notamment, ça ne permet pas de connaître, de lire la fameuse clé privée qui pourrait être contenue dans le testament mystique. Et enfin, il y a aussi une proposition du 117e Congrès des notaires de France, qui s'est tenu en 2021, et qui cite en exemple le bilan patrimonial de la Chambre des notaires du Québec. Sur le site de la Chambre des notaires du Québec, il est possible de télécharger deux formulaires. D'abord, un formulaire concernant un bilan patrimonial où les actifs numériques ont une place non négligeable. Ensuite, en cas d'existence d'actifs numériques, le client peut télécharger un formulaire optionnel où il indiquera les codes et mots de passe permettant d'accéder à ces actifs numériques. Et ensuite, ces documents pourront être reçus en la forme notariée ou être annexés à un acte de dépôt notarié ou alors éventuellement être conservé par le client lui-même. Alors, quand il est conservé par le client lui-même, la Chambre des notaires précise qu'il vaut mieux mettre ces documents dans un coffre-fort. En conclusion, en France, l'établissement d'un bilan patrimonial comprenant des actifs numériques n'est pas vraiment organisé par la profession. Chaque notaire devra donc se débrouiller seul pour satisfaire à son obligation de conseil, lorsqu'il sera informé que son client détient de tels actifs. Concrètement, il devra attirer l'attention du notaire sur l'impérieuse nécessité de conserver la clé privée permettant d'accéder à l'actif numérique, mais surtout d'organiser la transmission de cette clé dès lors
que le client passerait de vie à trépas. Ensuite, je vais aborder, donc dans un deuxième point, le rôle du notaire dans la transmission des actifs numériques. Une fois l'existence des actifs numériques et l'accès à la clé numérique sauvegardés, il reste au notaire à dominer les règles qui régissent ces actifs afin de les intégrer dans leurs actes et notamment dans les donations, les testaments, les règlements de succession, les liquidations après divorce, les partages entre les héritiers, etc. En France, nous avons un grand nombre de documents et directives sur les actifs numériques, des études et rapports généraux. Nous avons le Code monétaire et financier. Nous avons même des arrêts des dispositions fiscales. Il y a aussi 2 directives européennes qui concernent donc nos 2 pays, et notamment une directive qui s'appelle MiCA. Mais toute cette réglementation et cette jurisprudence ne concernent pas directement les notaires et les actes qu'ils peuvent être amenés à recevoir. Et il ne semble pas que le Conseil du notariat ait diffusé de directives sur le sujet. La seule chose qui peut guider le notaire français pour l'élaboration de ces actes, c'est qu'il doit appliquer aux actifs numériques les mêmes règles que les règles de droit commun applicables à tout bien. Donc le droit des contrats, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, etc. Ça, c'est son idée de base. Il ne fait pas de différence. Aux actifs numériques, on applique les mêmes règles. Ceci dit, les actifs numériques présentant quand même des caractéristiques qui leur sont propres soulèvent des problèmes, des difficultés qui leur sont également propres. Et je vais vous donner 2 exemples de difficultés particulières à la transmission des actifs numériques. Première difficulté, comme premier exemple, donc, c'est l'organisation du pouvoir sur les actifs numériques. Évidemment, si les actifs numériques n'appartiennent qu'à une seule personne, il n'y a pas trop de difficultés. Le pouvoir, il le détient entièrement, bien sûr. Mais en droit français, il peut y avoir une répartition de la propriété entre plusieurs personnes. Et cette répartition est soit horizontale, soit verticale. Horizontale, plusieurs personnes possèdent un même bien. C'est ce que nous appelons dans notre droit une indivision. Ça, c'est la répartition horizontale. Répartition verticale, le propriétaire d'un bien peut détenir, sans pouvoir l'utiliser, sans en avoir la jouissance, peut détenir un bien sans en avoir la jouissance tant qu'une autre personne appelée usufruitier est vivante. Il y a alors ce qu'on appelle un démembrement de propriété. Le propriétaire que l'on appelle nu propriétaire deviendra plein propriétaire au décès de l'usufruitier. Dans ces 2 cas, l'indivision ou le démembrement de propriété, comment va-t-on répartir les pouvoirs entre ces différentes personnes? Le Code civil régit la répartition des pouvoirs, que ce soit en indivision ou que ce soit en démembrement de propriété. Mais quand on veut appliquer cela pour les actifs numériques, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, en cas d'indivision, s'il s'agit d'un bien immobilier, qui appartient donc à plusieurs personnes, puisqu'il y a une indivision, chaque personne doit avoir la clé pour rentrer dans le bien immobilier. Ça veut dire, en matière d'actifs numériques, que chaque personne doit posséder le code, la clé privée. Mais si vous avez 10 ou 15 indivisaires, le caractère secret de la clé privée va commencer à s'étioler quelque peu. Et que décider si parmi les indivisaires, il y a des personnes mineures, des personnes sous tutelle, des personnes mariées, des personnes à l'autre bout du monde. Et je ne vous parle pas, bien sûr, de la dissension entre les indivisaires. Le changement d'un mot de passe par l'un seul des indivisaires privera les autres de son accès à l'actif numérique. Maintenant, le démembrement de propriété. Là encore, le Code civil répartit les prérogatives entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Mais en matière d'actifs numériques, que décider? Qui va disposer de la clé privée? Est-ce que c'est le nu propriétaire? Est-ce que c'est l'usufruitier? Est-ce que c'est les deux? Et il ne faut pas oublier qu'au décès de l'usufruitier, c'est le nu propriétaire qui va devenir plein propriétaire et qui va donc devoir obligatoirement posséder la clé privée pour accéder à l'actif numérique. Donc ça repose le problème du transfert de l'information de cette clé de l'usufruitier au nu propriétaire.
Tout ça, ça reste à organiser. Ça n'est pas organisé aujourd'hui. Deuxième exemple de difficulté, la valorisation des actifs numériques. La valorisation des actifs numériques est caractérisée par leur extrême volatilité. Par exemple, entre novembre 2021 et novembre 2022, le cours du Bitcoin a été divisé par 4. L'importance des baisses ou des hausses est de nature à compliquer sérieusement, notamment les transmissions par donation ou donation-partage. S'il s'agit d'une donation-partage où l'un des héritiers, l'un des donataires reçoit des bitcoins et l'autre donataire, par exemple, un bien immobilier, la variation colossale, éventuellement colossale, de la valeur du bitcoin, si ce sont des bitcoins, pourrait rendre très inconfortable, très difficile l'entente familiale, parce que si celui qui a eu des bitcoins voit sa valeur multipliée par 10 alors que l'autre bien est resté stationnaire, ça risque de créer de fortes tensions au sein de la famille. Ça n'est pas évident. On pourrait aussi, alors ça c'est pour une matière de donation-partage, on pourrait aussi trouver des difficultés si on se contente de faire une donation qui est rapportable à la succession du parent. Parce que si le Bitcoin a eu sa valeur qui s'est envolée entre la donation et le jour du décès du donateur, la personne qui doit rapporter la valeur doit rapporter une valeur qui, à elle aussi, va s'envoler. Et donc, risque également de mettre ce donataire dans une situation impossible, puisqu'il n'aura pas forcément cette valeur à sa disposition. Et enfin, je terminerai mon intervention par un petit cas pratique où on va imaginer un paiement d'un bien immobilier par un cryptoactif, on peut dire si on veut une crypto-monnaie. Alors, dans mon exemple, un certain monsieur X a fait de bonnes affaires avec le Bitcoin et désire en réinvestir une partie dans l'acquisition d'un appartement. Il va donc voir son notaire pour lui expliquer son objectif et prévoir que le prix sera payé avec ce cryptoactif. Alors, donc si vous voulez, je peux vous donner des éléments de réponse, car aujourd'hui ce ne sont que des éléments de réponse à cette question. Et peut-être que ce qui serait intéressant, c'est je ne sais pas du tout en Allemagne comment ça peut se passer. Est-ce que ça se fait déjà d'ailleurs? Est-ce que on a des éléments de réponse plutôt positifs ou plutôt négatifs? Je ne sais pas. Mais je peux vous donner déjà des éléments de réponse donc que pourrait donner un notaire français. Je vais prendre une petite précaution parce que ces éléments de réponse, ce ne sont que des premières réflexions qui ne se retrouvent pas dans les manuels. C'est une réflexion de ma part. Je n'ai pas forcément vu tous les problèmes parce qu'on les voit au fur et à mesure que les actes nous viennent à la rédaction des actes. Mais j'ai déjà, voici donc mes observations. Tout d'abord, l'administration, j'en ai des observations, j'en ai 6. Première observation, l'administration fiscale, le notaire pour sa comptabilité et le service de la publicité foncière exigent que les actes notariés, que dans les actes notariés, le prix soit exprimé en euros. Il serait donc possible de stipuler dans l'acte un prix en euros payable en bitcoin. Mais le bitcoin n'étant pas une monnaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il resterait à qualifier juridiquement cette opération. Est-ce une dation en paiement? Un échange? Et quelles sont les conséquences fiscales? Alors, il y a des études là, j'ai trouvé une étude très élaborée, faite par le Cridon de Paris en 2018, qui est très, très intéressante, mais qui est un peu angoissante au niveau fiscal et qui considère qu'il pourrait y avoir des conséquences fiscales qui se traduiraient par un nouvel impôt. Bon, mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut, dans un acte notarié, mettre le prix en euros avec éventuellement un paiement en bitcoin. Deuxième réflexion, c'est que à ce jour,
Je ne sais même pas d'ailleurs si les notaires français l'ont fait, j'en suis pas convaincu. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont s'y risquer la première fois, les premières fois, leur acte présentera un caractère exceptionnel. Et donc, va présenter aussi une autre difficulté, c'est la difficulté de tracer l'origine des fonds, d'où viennent les bitcoins. Et là, très probablement, le notaire sera amené à faire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Troisièmement, en ce qui concerne le paiement des impôts, droits de mutation et impôts sur la plus-value, et des frais de notaire, à ce jour, ils ne sauraient être payés en bitcoin. Ça, c'est pas possible. Donc, l'acquéreur devra vendre une partie de ses bitcoins pour payer les droits de mutation et les frais du notaire. Quant au vendeur, s'il a une plus-value à payer et qu'il se retrouve avec des bitcoins, il va devoir aussi vendre une partie de ses bitcoins pour payer la plus-value. Cinquième réflexion. En ce qui concerne la conversion des euros en bitcoin, il y a une difficulté particulière, car le cours du bitcoin varie selon les plateformes. Quelle plateforme on prend? Quelle valeur on retient? Là, je ne vois pas autre chose que de dire qu'il faut calculer un cours moyen du bitcoin en tenant compte des différentes plateformes au jour de la transaction ou le jour précédent. Ça, c'est une règle fiscale. L'acte pourra contenir les éléments de calcul. Mais attention, le tout sous l'œil vigilant de l'administration fiscale. Mais là, on peut se dire que l'administration fiscale aura les mêmes problèmes que le notaire, elle aura les mêmes problèmes d'évaluation du Bitcoin que le notaire. Donc je dirais que là, ça devrait pouvoir, c'est un obstacle qui devrait pouvoir être franchi. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et enfin, dernière réflexion, il resterait, une fois que tous les problèmes que je viens de voir résolus, il en reste quand même un autre, un dernier, et pas des moindres. L'absence de simultanéité entre la signature de l'acte de vente et le paiement en Bitcoin. En fait, il n'y a pas de transfert au sens propre de Bitcoin. La transaction se fait par transfert de messages codés entre vendeur et acquéreur. Puis le transfert est scellé ou certifié par un tiers au contrat que l'on appelle un mineur. Cette procédure semble difficile à concilier avec un paiement comptant. Or, si le paiement n'est pas comptant, il faudra éviter que le vendeur perde la propriété de son bien tant qu'il n'est pas payé. Les notaires ont imaginé, du coup, deux actes. Un acte de vente avec un paiement à terme, mettons sous 24 heures, et avec réserve de propriété et de jouissance. Et une fois le paiement reçu sur le compte crypto du vendeur, quelques instants plus tard, il faudra faire un acte de quittance constatant tous les effets de la vente. On peut dire que nous sommes dans les complications. En conclusion, même si en théorie la vente d'un bien immobilier avec paiement du prix en bitcoin semble possible, car rien ne s'y oppose, en théorie, les difficultés pratiques ne sont pas résolues pour l'instant. Sans compter que les frais d'une telle vente seront beaucoup plus importants que ceux d'une vente classique, car le temps passé pour résoudre les différents problèmes sera considérable. Donc, pour l'instant, je pense que l'affaire n'est pas encore mûre. Je vous remercie.